Une question à Fabrice Bousteau. Dans un monde en perte de repères, où les idéologies traditionnelles ont disparu, est-ce que les artistes peuvent devenir une alternative pour la transformation de la société ? Les artistes, par rapport à la perte éventuelle d'idéologie, vous savez, il y a trois types d'artistes, j'irais dire. Il y a les artistes qui s'inscrivent dans une histoire de l'art, donc justement qui considèrent qu'ils doivent avoir une mémoire permanente. Il y a les artistes qui font jaillir la mémoire, et je vais y venir, et c'est important. Et puis il y a les artistes qui font fi de toute mémoire et qui s'offrent la liberté aussi d'être totalement libre par rapport à l'histoire traditionnelle ou par rapport à ce genre de choses. Un artiste, il n'est pas tellement une alternative, il est toujours un contrepoint, il est toujours ailleurs, donc il n'est pas une alternative à la société. Mais ce que je remarque, par exemple, au début des années 90, est apparu beaucoup ce qu'on a appelé l'art documentaire, c'est-à-dire que aujourd'hui même, beaucoup de commissaires d'exposition et le public aussi dit ah là là, encore une œuvre d'art à caractère documentaire. Pourquoi l'art documentaire est arrivé dans le domaine de l'art contemporain? Pour une raison simple, c'est que même s'il y a eu une explosion du nombre de médias, aujourd'hui, d'une certaine manière, l'information est de plus en plus restreinte. Et c'est de plus en plus difficile de parler sur des grands médias des choses compliquées ou des choses qui font mal. Donc des artistes du monde entier, qu'ils soient français, indiens ou mexicains, quand un artiste comme Amar Kanwar, qui est un des cinéastes et un des artistes les plus connus indiens dans le monde entier, fait des films en permanence pour montrer que l'État indien, le gouvernement indien fédéral, contrairement à ce qu'on dit dans les médias, opprime certains États pour pouvoir permettre à des entreprises privées de se développer, faisant fi des territoires de l'Inde, et qu'il y a des États entiers en Inde, comme l'Orissa, comme le Cachemire, on entend davantage parler, qui sont en lutte permanente, c'est-à-dire que 70% de la population, par exemple, de l'Orissa est en lutte contre l'État indien. Mais ça, on ne lit dans aucun journal. Où est-ce qu'on apprend ces éléments-là? On les apprend aujourd'hui grâce à l'art et grâce au travail des artistes. Ça montre que là, pour prendre l'alternative, oui, il y a une déficience aujourd'hui réelle des médias, c'est-à-dire qu'on n'a jamais connu autant de médias aujourd'hui, mais, comme le disait Coluche, on ne peut pas dire la vérité à la télévision parce qu'il y a trop de monde qui regarde. Oui, c'est la réalité aujourd'hui. Donc, et on va dire que c'est emmerdant d'aller parler du Cachemire, de l'Orissa, ou d'aller parler de l'état des travailleurs sociaux aujourd'hui en France, quand de la même manière que Florence Aubenas en a parlé dans son livre sur la précarité, eh bien il y a au moins 7 ou 8 artistes qui ont développé un travail uniquement sur le principe de la précarité, pour montrer cette précarité qu'on ne montre pas en réalité à la télévision. Alternative aussi, dans le sens où, je prendrai un exemple d'un artiste que j'aime beaucoup, qui est Santiago Serra, qui est un artiste d'Amérique latine, qui, par exemple, a passé une annonce dans un journal, dans un quotidien de Mexico, appelant, demandant 100 personnes pour travailler 2 heures pour des travaux multiples au tarif horaire du Mexique, donc je ne l'ai plus en tête, mais c'est de l'ordre de 3 ou 4 euros l'heure. Et il a fait venir ces travailleurs volontaires, qui sont tous venus. Et en fait, le travail consistait à leur couper les cheveux et à les teindre tous en blond. Quand on voit ces images, c'est absolument frappant, révoltant d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens du milieu de l'art qui se sont dit mais comment un artiste peut aller exploiter des individus en les transformant en blond, en les peroxydant? Eh bien, c'était justement pour dénoncer l'état de précarité des travailleurs, le fait qu'on exploite les individus à faire tout et n'importe quoi, n'importe quel travail, parce qu'ils doivent travailler. Eh bien, une image comme celle de Santiago Serra et l'action de Santiago Serra, je crois qu'il n'y a rien qui puisse autant montrer les alternatives possibles. Il peut y avoir, au fond du totalitarisme même, une confusion entre l'art et la politique, puisque au lieu d'être vraiment dans le champ politique, c'est-à-dire d'accueillir la multitude dans sa liberté, dans sa diversité avec son histoire, on va la considérer comme un pur matériau qu'il faut forger à partir d'une idéologie.
Il ne faut pas oublier qu'à l'époque du Troisième Reich, il y avait des articles faisant l'éloge du Führer, précisément parce qu'on disait, en fait, c'est parce que c'est un artiste, et il met son énergie créatrice dans la transformation, vous voyez, du peuple allemand et de l'Europe. Donc, confusion parfois entre ce que va faire un sculpteur et ce que doit faire un politique. Un politique n'est pas comme face à un matériau inerte. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas nier aussi que si le beau est conçu comme un pur beau esthétique, avec des canons académiques de la beauté, eh bien aussi, dans le Troisième Reich, il y avait un totalitarisme esthétique, c'est-à-dire qu'on voulait nous présenter un certain type d'être humain, etc. Donc, il ne faut jamais oublier que l'art, et pas forcément le plus mauvais, puisque l'usage de Wagner a été très très important dans le Troisième Reich, que l'art peut aussi être utilisé, employé par les dictatures. Et aujourd'hui, on peut s'interroger aussi. C'est pas parce que nous sommes dans des démocraties, que nous ne sommes plus sous la coupe d'un État strictement totalitaire, que le problème se pose pas. Je pense à ce qu'a pu constater un philosophe comme Guy Debord lorsqu'il critique la société du spectacle. Il montre bien que le propre de la société du spectacle, c'est de mettre en scène sa propre critique. Donc elle se critique elle-même, mais en se critiquant elle-même dans un spectacle, elle empêche la transformation précisément politique de la société. C'est-à-dire que chacun voit la critique de la société comme un beau spectacle au dehors, comme un exutoire. Et donc la question qu'on peut se poser aussi, c'est que bien sûr que certains vont dénoncer des choses dans la société, mais parfois le mode de la dénonciation n'est que spectaculaire. Vous voyez, on peut avoir la critique facile, on peut faire les guignols, mais à la fin, on peut se demander si ça ne sert pas précisément le système parce que ça alimente cette dictature du spectacle, cette dictature spectaculaire où les gens achètent de la marchandise spectaculaire, stade suprême de la consommation, et où les gens, au fond, se désinvestissent du réel. Voilà, donc ça c'est un danger, c'est une pente, et qu'il ne faut pas ignorer aujourd'hui même. Puisqu'on en est sur les totalitarismes et les rimes en isme, bien sûr il faut dénoncer le nazisme, bien sûr on peut dénoncer le stalinisme, le soviétisme. Je crois que vous oubliez un des plus grands totalitarismes, qui s'appelle le capitalisme, et qui n'est pas exempt de toute idéologie. Je veux dire, il y a une propagande aussi puissante et autrement performante d'ailleurs du côté du capitalisme face aux autres idéologies. Et d'ailleurs, je pense que cette notion de totalitarisme est fausse. Je crois qu'il y a toujours eu un désir de totalitarisme, mais qu'il n'y a jamais eu réellement de totalitarisme tel qu'on imagine une chose entièrement fermée. Et d'ailleurs, c'est à l'intérieur de ces sociétés apparemment verrouillées que se sont exprimés de très grands artistes et qui ont trouvé dans cette contrainte absolue les ressources, justement, encore une fois, de montrer ce qu'était le réel et de faire ce pas de côté dont vous parliez, que moi j'appelle une opposition, mais à tous les pouvoirs. C'est pas un pouvoir en soi, c'est simplement cette tentative, justement, de contraindre les esprits. Si on prend l'Union soviétique, vous parliez de musique, Shostakovich a réussi justement là aussi, alors qu'il était par essence le musicien de Staline, et à travers ça, il a réussi à faire passer quelque chose qui était d'un tout autre ordre, et d'ailleurs ça lui a valu les pires ennuis. De la même façon pour le cinéma avec Eisenstein, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas se lancer dans cette chose-là, et je crois que la position de l'artiste, mais en même temps, moi je suis toujours gêné parce que je ne pense jamais à moi comme un artiste, je pense à moi comme un cinéaste ou comme un romancier, c'est-à-dire quelqu'un qui exerce un métier dans une société qui existe, qui est en face de moi, et je pense que le terme artiste est trop général, et finalement c'est comme si on s'accrochait une sorte de médaille ou de couronne, je ne sais pas quoi. Et je crois qu'il faut réfléchir à ça, c'est-à-dire que cette position, eh bien, c'est forcément une position dans la société. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une position politique au sens le plus large possible. Ce qu'on vient de voir dans le reportage, eh bien oui, c'est une intervention très directement dans la cité. Donc, méfions-nous des ismes en général et réfléchissons plutôt à ce que peut être l'activité très précisément de dramaturges, de cinéastes, de romanciers, de peintres, de poètes, etc. Sur la société du spectacle, où évidemment vous avez dit des choses justes et irréfutables,
Mais il ne faut pas non plus, parce que ça c'est très à la mode maintenant, la société du spectacle, ça fait 35 ans que ça dure, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que, admettons qu'il n'y ait plus de spectacle, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Quand Beaumarchais fait Le mariage de Figaro, c'est du spectacle. Les gens rient beaucoup, se reconnaissent, s'amusent, mais c'est quand même un pas vers une des subversions les plus importantes que l'Europe ait connue, qui est la Révolution française. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a deux positions dans le spectacle. Il y a la position, comme j'essayais de le dire rapidement, du bouffon, du roi, qui ne va pas plus loin qui tire par une chaîne et qui, vous parlez des Guignols, on a dit qu'ils ont fini par faire réélire Chirac, à force de se moquer de lui, parce qu'il devient sympathique. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça qui fonctionne. On rend de plus en plus sympathique celui dont on se moque et qu'on veut assassiner tous les jours. Et puis, il y a aussi un autre type de spectacle qui finit par ouvrir les yeux aux gens et qui ne les laisse pas simplement dans la satisfaction d'avoir consommé un spectacle qui critique, mais qui leur ouvre peut-être des idées, qui fait bouger les choses. Moi, quand vous parlez pardon de revenir sur le isme du stalinisme, mais il y a une phrase de Staline qu'il a dit que j'aime beaucoup, je l'ai mis d'ailleurs en exergue sur l'encyclopédie du rire de résistance, pour montrer à quel point il n'était pas finalement si tranquille que ça avec les uns. Il a dit, et il était terrorisé par tout ce qui était ironie, etc., et vraiment à un point incroyable. Il savait bien qu'un éclat de rire, pour lui, c'était plus violent qu'un éclat d'obus. Et il avait dit, un pays vraiment heureux n'a pas besoin d'humour. C'est quand même une phrase assez forte, et qui dit bien ce que ça veut dire. Et alors, on peut raconter l'histoire que Bouliakov, et qu'il a évidemment terrorisé, que Bouliakov étant un auteur magnifique, qu'il avait totalement censuré. D'ailleurs, Bouliakov était très malin parce qu'il avait fini, pour ne pas être censuré, comme Staline était comme tous les dictateurs un cabot, il avait fini par lui dire: ce qui serait formidable, c'est que vous jouiez dans une de mes pièces parce que vous avez un talent formidable. Staline avait été assez sensible tout d'un coup à ça. Il avait presque accepté de faire une figuration. Et il avait un peu foutu la paix après. Donc tout ça pour dire que je crois qu'on ne peut pas généraliser. C'est vrai que Debord a éclairé par une analyse absolument pertinente et même géniale la société du spectacle, et il l'a bien décrite. Sauf que je pense que c'est quand même à travers le spectacle, quand il est spectacle, quand il n'est pas uniquement... Enfin, quand il a la séduction suffisante pour finalement faire réfléchir les gens, ou ils ne sortent pas de la même manière qu'ils sont entrés, il y a quand même cette faculté-là dans le spectacle qui reste vivante. Et moi, je souhaite que le spectacle n'arrête pas, car il y a l'ivraie, enfin, il y a le bon grain et l'ivraie, et il y a quand même du bon grain qui continue à fonctionner. De la même façon dans le roman, de la même façon dans le cinéma, de la même façon partout. Évidemment qu'il y a une consommation qui est une consommation qui anesthésie en dénonçant plus qu'elle ne vivifie la révolte. Mais je crois quand même que, heureusement, qu'il y a encore des gens qui vont pouvoir, sur scène, au cinéma, dans des romans, etc., dire des choses qui ne seront pas simplement des médicaments pour les gens qui, une fois qu'ils les auront consommés, seront guéris de toute révolte, mais au contraire, leur fera prendre conscience que tout n'est pas foutu, qu'il y a des espaces de liberté encore, des utopies qui peuvent devenir réelles et des morceaux de ciel où on peut aller habiter.